Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live numéro 9 de Proud and Loud. On arrive à la fin de cette série de live que vraiment j'ai pris énormément de plaisir à vous partager. Donc si vous êtes en direct, mettez-moi dans le chat que vous êtes connectés pour que je puisse vous dire bonjour. Si vous me découvrez avec ces lives, vous pouvez me mettre que c'est la première fois que vous me voyez en live pour que je sache aussi vous identifier. Et si vous regardez le replay, mettez-moi un hashtag replay avec vos commentaires ou vos questions par rapport à cette thématique. Pour rappel, cette thématique fait partie de la série Proud and Loud que j'ai lancée il y a une semaine et demie et qu'on va clôturer demain. L'objectif étant de vous donner plein de clés pour vous valoriser et accéder à votre prochain niveau pro et ou perso, parce qu'on est une seule personne et des fois nos objectifs ils sont plus orientés dans des persos. Tout ce que vous savez pu apprendre ici, tout ce que je peux vous partager ici est applicable dans tous les domaines de votre vie. C'est la manière dans laquelle j'aime travailler. Mes clients, ils me laisseront pas mentir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une vie dont vous êtes fiers, que vous ayez une vie qui vous inspire et que vous vous inspirez à grandir dans votre quotidien. Et donc, pour ça passe évidemment par un équilibre pro-perso, ça passe par de la croissance à ces deux niveaux dans ces deux domaines. Donc, pour aujourd'hui, le syndrome de la bonne élève, du bon élève, comment le surmonter. On va voir 3 clés en direct qui vont vous permettre de venir surmonter ces syndromes. Alors, ces syndromes, déjà, moi, ce que j'aimerais bien vous partager, c'est pourquoi ça existe, comment il s'est construit et en fait, quel est l'impact sur la valorisation. Donc, on va commencer avec ça. Donc, le syndrome de la bonne élève est un syndrome qui est différent de celui de première de la classe. Okay? Et donc, je vais vous montrer la différence entre les deux pour que vous arrivez à vous reconnaître en deux fois. On va être plus dans l'un, deux fois on va être plus dans l'autre. Donc, généralement, le syndrome de bon élève va être caractérisé par l'envie de plaire. Okay? Les personnes qui ont développé ce syndrome, c'est les personnes qui vont avoir besoin de la validation d'une figure d'autorité, qui peut être parentale ou scolaire, dans des cas de profs. Et donc, du coup, on va venir se conformer aux règles, se conformer aux demandes et on va être plus dans une posture de « je fais ce que tu me dis » pour contribuer à ton bien-être, pour que tu puisses faire ton travail, pour que tu puisses bien vivre ta vie et donc, par conséquent, tu vas m'apprécier. Donc, il y a une notion d'appréciation, une notion d'inclusion qui est très forte dans ces syndromes-là. Donc, si on prend l'exemple d'une figure d'autorité parentale, ça va être un enfant, par exemple, les plus grands d'une fratrie de 3, et dont les parents ils vont lui dire écoute, les plus grands, il faut que tu m'aides, prendre des responsabilités, accompagne tes petits frères ou tes petites sœurs. Et donc, du coup, cette personnalité, il va se développer autour de donner un coup de main, de ne pas faire des vagues. Quand on est les plus grands et qu'on commence à mettre un peu le bazar, on va nous dire non mais attends, tu es les plus grands, tu dois pas faire ça, regarde l'exemple que tu donnes. Et donc, du coup, on va construire une idée de on se doit de rester exemplaire, on se doit de contribuer au collectif et surtout de ne pas mettre en danger, en difficulté, la figure d'autorité. C'est pareil à l'école, quand on est étudiant, ça va être le prof, il sait, le prof, il nous demande de faire des choses, il calibre la charge de travail, donc je me dois de faire tout ce qu'il me demande de faire. Évidemment, ça se réplique dans le monde laboral, sauf que c'est pas du tout construit pareil, le programme scolaire, que la gestion de projet en entreprise, c'est pas du tout la même chose, sauf que les mécanismes est développé, et donc du coup, il est intégré à notre identité. Donc, là, ça va être, à niveau scolaire, ça va être aussi
je veux être calme, posé, etc. Je veux suivre les règles, je veux pas mettre les bassards en classe. Et donc ça va être répliqué par la suite dans notre comportement au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise, ou même quand on est entrepreneur, c'est-à-dire on va suivre les règles, on va tenir toutes les deadlines, on va tâcher de faire énormément d'attention aux détails, donc ça va développer le perfectionnisme, évidemment. Il y a beaucoup de pression interne qui se crée du fait d'être face à un regard de quelqu'un qu'on admire et de ne pas vouloir le décevoir. Donc ça, c'est extrêmement fort chez les personnes qui vivent ce syndrome de bon élève, de la bonne élève, et qui va donc du coup se coupler par une charge de travail excessive, par ne pas savoir dire non, par véritablement se mettre à un niveau de stress et d'anxiété très élevé, hein, parce qu'on va vouloir performer. Et puis, il y aura aussi des mécanismes de protection comme la procrastination ou la dépendance de la validation externe pour véritablement combler cette manque de validation interne, d'autorisation interne que dit, écoute, tu peux être en retard, écoute, tu peux rendre une qualité un peu moins élevée pour ces projets-là. Et ça, c'est très, très compliqué pour les personnes qui vivent ces syndromes-là. Donc, du coup, déjà, dites-moi si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans, est-ce que c'est quelque chose dont vous vous dites « Oh, c'est tout de moi » ou bien au contraire, pas du tout, moi, je ne suis pas comme ça. Donc, la différence entre le syndrome de la bonne élève et le syndrome de premier de la classe ou des premières de la classe, hein, moi, je n'aime pas faire le distinguo féminin-masculin, j'aime bien penser que ce sont je vais y arriver. Excusez-moi, aujourd'hui, je suis un peu malade. La gastro s'est invitée chez nous, donc je me suis réveillée très, très tôt et suis un peu à l'ouest, mais j'ai tenu comme bonne élève. Hein. Ce n'est pas du tout ma personnalité. Moi, je ne suis pas construite sur la bonne élève, je construis plus sur les premières de la classe. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé sur mon identité pour y être quoi qu'il arrive. C'était hyper important pour moi d'être aujourd'hui avec vous. Donc, vous le noterez même dans mon énergie. Et si je perds un peu le fil de mes idées, soyez indulgents. Je vais les retrouver quoi qu'il arrive parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé avec mes clients. Donc, je disais par rapport au syndrome de la bonne élève ou du bon élève ou de première de la classe ou des premières de la classe, hein, genre c'est vraiment pas plus courant chez les hommes, chez les femmes. Ce qui va se passer, c'est que dans la construction de l'identité, quand on est très jeune, on va avoir certaines demandes et certaines exigences beaucoup plus pour les filles que pour les garçons ou pour les garçons que pour les filles. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir que le syndrome de la bonne élève, elle a été dénommée bonne élève parce qu'on va avoir plus ce type d'exigence envers des filles, chose qui devrait être absolument bannie et transformée parce que finalement, ça n'a rien à voir avec le genre, ça va voir plus avec la manière dans laquelle la société elle est construite. Okay? Donc, du coup, le syndrome de première de la classe, c'est un syndrome qui est beaucoup plus basé sur la reconnaissance. Okay, c'est la reconnaissance de la compétence et donc c'est la notion de venir voir les succès de celui qui le fait. Donc le premier de la classe, il est addict à la reconnaissance. Il est addict à cette envie d'être regardé, félicité et applaudi, hein, en quelque sorte. Donc il va rentrer dans une notion beaucoup plus de compétition que le bon élève qui est plus dans une notion de co-construction, de collaboration pour les collectifs et pour la figure d'autorité. Okay, donc ça, c'est déjà une grande différence. Il va être le premier de la classe, il va être vraiment stimulé par cette notion de être le meilleur et donc son comportement, il est aussi très différent
Hein, il va avoir plus de possibilités à se mettre en action que le bon élève qui va être plus en attente. Donc ça, vraiment, c'est intéressant de comprendre la différence. On peut être atteint d'un peu des deux, hein, j'aimerais bien dire, mais clairement, ils sont différents et c'est intéressant de pouvoir les connaître tous les deux. Okay? Donc maintenant, ce qui va se passer, aujourd'hui on est sur le thème de bon élève, donc on va rester focus là-dessus. Si vous voulez que je fasse un live autour du syndrome de première de la classe, ça sera avec grand plaisir. Dites-le-moi dans le chat, envoyez-moi un message privé et je pourrai construire ça pour vous partager les différentes caractéristiques et aussi comment le surmonter ou comment mieux l'accepter quand on y est dedans. Donc, maintenant, si on revient sur cette notion de syndrome de la bonne élève, on a dit ça va se caractériser par du perfectionnisme, par de la pression interne et la pression perçue ou réelle externe de la part de la figure d'autorité, comme on a bien dit. Il va y avoir beaucoup de stress, d'anxiété qui va être lié à la performance, au fait de bien faire. Hein. Encore une fois, c'est pas la performance individuelle pour être reconnu, c'est la performance pour être apprécié, pour être aimé et être considéré. Et donc ça, c'est indispensable de le noter parce que généralement, quand on est atteint de ce syndrome, c'est qu'on a été, c'est lui qui ne fait pas ni de vagues, ni de problèmes, et donc du coup, on est beaucoup moins regardé. On le voit même au sein de cette organisation, on ne va pas venir féliciter celui qui fait super bien son boulot. On va plutôt être derrière celui qui ne fait pas son taf, mais celui qui fait bien son boulot, on va considérer que c'est normal de bien faire son boulot. Hein? Donc, cette personne qui est atteinte de ce syndrome, il va être dans une logique de l'autre, il va me dire quand c'est bien. J'attends pas qu'il me reconnaisse, mais l'autre va me dire quand c'est bien. Or, la méritocratie en entreprise n'est pas du tout une pratique courante. Hein, là, tu vas pas avoir une promotion parce que tu la mérites, tu vas avoir une promotion parce qu'il y a énormément de facteurs qui font que. Et un de ces facteurs clés, qui va être la première des clés, ça va être d'apprendre à demander. Et pour apprendre à demander, on va voir que la clé qui s'imbrique avec celui-là, c'est de connaître qu'est-ce qui est important pour nous, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies. Hein? Les personnes qui sont atteintes du syndrome de bon élève, généralement, ils vont laisser leurs priorités, leurs besoins de côté pour se focaliser à rendre service, à permettre à l'autre de survivre. Et donc, du coup, on va un peu venir occulter c'est à quoi on aspire, ou on va rester dans l'attente de l'extérieur. L'autre, il va venir me le donner, l'autre, il va venir me le proposer, mon M+1, mon M+2, ils vont se rendre compte que je fais de bons boulots, ils vont se rendre compte que je suis toujours engagée, que c'est moi qui délivre toujours à l'heure, même si je me plie en 4 pour livrer le projet, ils vont se rendre compte que c'était d'une très bonne qualité et livré à l'heure. Sauf que ça n'arrive pas. En organisation, ça peut arriver si on a des managers qui sont très attentifs, si on a du temps d'observation pour ces équipes, mais on est plus dans des organisations qui vivent dans des situations de retard. On est toujours en retard, c'était pour hier. Pourtant, tu veux ce projet pour hier, est-ce que ça t'irait? Et donc, du coup, on est toujours dans la course un peu de survie. Ce qui empêche, et je ne dis pas que ça soit bien, hein, je dis juste que c'est un fait, ce qui empêche au M+1, M+2, même au serrage, aux responsables de mobilité, etc., de vraiment avoir un suivi de qualité qui permet de savoir où chacun de ses collaborateurs veut y aller. Et je répète, ce n'est pas l'idéal, mais c'est un fait. Okay? Donc, on est
obligé, entre guillemets, de venir partager ses aspirations, de venir partager à quoi on aspire, quel est notre next step. Et donc, il y a un travail qui doit se faire de la part de la personne qui vit ce syndrome de bon élève, qui est de se poser et définir à quoi j'aspire, qu'est-ce que je veux, quel est mon next step. Même si on pourrait dire c'est le job de l'autre. Oui, c'est le job de l'autre, mais c'est aussi ta responsabilité. Okay? Donc là, on va venir reprendre notre responsabilité, reprendre cette force intérieure, reprendre cette puissance, ce pouvoir personnel de dire, OK, moi, j'aspire à ça. Moi, je vais créer mon plan. Moi, je vais aller demander. Et quand je demande, donc du coup, la première clé, c'est vraiment cette socle encore et encore et encore, je le répète presque à chaque live, mais c'est essentiel de venir savoir, OK, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon next step, comment est-ce que je me projette. Et si vous n'arrivez pas à vraiment le faire, donc c'est peut-être solliciter votre N+1 ou vos RH ou un coach externe. Moi, je fais beaucoup ce travail avec mes clients, de imaginer la suite, de se projeter, de définir quels sont mes talents, quelle est ma zone de génie, quels sont les sujets sur lesquels j'ai envie d'apprendre, de grandir, comment est-ce que je vais imaginer ma croissance, même si c'est jamais parfait entre le papier et ce qu'on a défini et la réalité, c'est d'avoir des clés de conversation pour pouvoir amener les next steps vers quelque chose dans lequel on sera excellent, dans lequel on sera véritablement une personne qui apporte de la valeur, parce qu'on sera là où notre mix de personnalités, de compétences et notre histoire nous permettra d'apporter le maximum. OK? Et donc, du coup, c'est essentiel d'avoir cette première clé. La deuxième clé qui va vous permettre de surmonter le syndrome de la bonne élève, ça va être donc d'être capable de demander. Et donc, demander, c'est un exercice très difficile pour les personnes qui vivent ce syndrome, parce que demander, c'est venir déranger l'autre, c'est venir le basculer dans ce que lui, il a prévu. Il a un timing, il a un planning, etc. Et on a l'illusion, hein, je suis désolée pour les mots, mais c'est la réalité, on a l'illusion qu'on fait partie de ce planning-là. Or, beaucoup de fois, on n'est pas partie de ce planning-là. Et donc, c'est de se rendre à l'évidence que ce n'est pas parce qu'on ne nous apprécie pas, mais parce qu'on a beaucoup de choses à gérer et que des fois, ils n'ont pas le temps. Hein, ces personnes-là, ces figures d'autorité maintenant au sein d'une organisation, ou ça peut être aussi, hein, quand on est entrepreneur, ça peut être les clients, ça peut être les commanditeurs, quand on travaille en freelance ou quand on est indépendant, ça, on va avoir cette même manière de penser, un peu plus moins marquée, parce qu'on a déjà fait le pas de se lancer dans l'entrepreneuriat et prendre certaines typologies de risques, mais ça peut rester quand même assez pressant, et donc on ne va pas challenger son client dans les deadlines qu'il va nous mettre. On ne va pas challenger les clients sur les budgets qu'il veut allouer. On ne va pas challenger le client sur son engagement. Et donc, ça va venir mettre en péril la performance et évidemment votre santé mentale. Hein, quand on est entrepreneur, c'est ça les risques qui vont découler de ce syndrome. Donc, l'idée, ça va être, deuxième clé, c'est d'apprendre à demander. OK, apprendre à demander. Et donc, pour ça, on a besoin de faire un shift identitaire, un changement de perspective identitaire, de dire qui suis-je quand je demande. OK, et ça, c'est indispensable de venir voir quelle est la définition, quelle est l'émotion qui se génère à l'intérieur de moi quand je demande quelque chose. Et ça arrive beaucoup à les personnes qui sont, par exemple, en transition professionnelle. Ils disent « je suis demandeur d'emploi » et c'est vraiment d'une connotation négative. Donc, hier, on a vu, par exemple, qu'on peut transformer un mot et lui donner une autre signification. Et ça peut déjà énormément aider votre système nerveux à mieux le vivre. Donc là, ici, c'est pareil, c'est comment est-ce que je veux pouvoir accorder cet espace de je demande, je suis force de proposition. Peut-être à lieu de je suis demandeur, je suis force de proposition, je suis visionnaire,
j'ai créé, construit, je suis créative, j'ai construit mes prochaines étapes et donc du coup, je vais venir les proposer à l'autre pour l'aider. Et donc là, on va vraiment shifter, c'est dire que chaque proposition que vous allez avoir, même si c'est une proposition de décaler les timings ou de remonter le budget, il peut avoir un effet positif sur votre entourage. Ça, c'est essentiel de le calibrer. On a tendance à penser que quand on refuse quelque chose à l'autre, on le fait du mal. Et c'est faux. Parce que quand on refuse quelque chose à l'autre, on lui met aussi face à une certaine vérité, on lui permet de se repositionner. Et donc, par exemple, j'ai l'exemple d'une cliente qui avait vraiment beaucoup de mal à dire non à son M+1 quand elle venait lui demander certaines implications au sein de certains projets et qui n'étaient pas du tout dans son scope. Elle avait du mal à lui dire non. Et donc, du coup, ce travail de bénéfices autour de qu'est-ce qu'elle gagne, ma N+1, quand je lui dis non, à quoi elle doit se confronter quand je lui dis non, bah, ça permet en fait de créer une relation beaucoup plus fluide et beaucoup plus d'égal à égal avec sa manager parce que elle a commencé à lui dire non, je ne peux pas le faire dans ce timing-là parce qu'on a déjà ce projet-là, etc. Et elle, comme elle était confrontée au non, elle a aussi appris à les renvoyer vers l'extérieur, aux autres interlocuteurs. Elle a commencé aussi, elle, à défendre plus son équipe parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, ce qui s'est passé, ce n'était pas que son équipe, elle était excellente, c'est que son équipe, elle donnait à 120% de ton et donc, du coup, ils étaient tous saturés. Notamment cette personne dont je vous parle, ma cliente, elle était saturée, elle travaillait 10, 12 heures par jour et elle ne les disait pas à sa boss. Donc, sa boss n'avait pas cette regard. C'est bien ou mal, je n'ai pas des points là-dessus. Je pense qu'un manager doit être très vigilant sur comment et combien de temps ses collaborateurs passent. Mais des fois, c'est compliqué quand nous-mêmes, comme managers, nous sommes dans notre rue des hamsters et ainsi de suite. Okay? Et donc, du coup, le fait qu'elles disent non a mis en exergue un véritable problème organisationnel au sein de ce département-là. Ce qui a déclenché plusieurs actions correctives et notamment le recrutement d'une personne supplémentaire. Parce qu'il avait des vrais arguments, il avait de la vraie matière pour pouvoir le mettre en place. Et donc ça, c'est par exemple un bénéfice d'avoir refusé une demande. Donc comment est-ce qu'on peut s'habituer à trouver ces bénéfices-là quand on refuse une demande, quand on demande à quelqu'un quelque chose, ok? Donc, on a un live autour de comment demander que vous pourrez voir si c'est un sujet qui vous travaille encore. La troisième clé, ça va être pour moi la clé qui est la plus subtile, mais qui est potentiellement la plus puissante, c'est de venir adopter une nouvelle identité. Adopter une nouvelle identité, ça veut dire que jusqu'à présent, j'étais la bonne élève, j'étais le bon élève. C'est ainsi. Je ne peux pas les changer. Et donc, du coup, au lieu de m'acharner et me dire, c'est ma personnalité, c'est comme ça, j'aurais dû être autrement. Si dans le passé, mes parents m'avaient été, ils avaient été beaucoup plus attentifs à mes besoins, aujourd'hui, je ne vivrais pas ça. Et donc, du coup, au lieu d'un peu rejeter notre passé et d'un peu le blâmer et dire, ok, aujourd'hui, je suis là et maintenant, c'est un peu foutu, c'est de dire, ok, jusqu'à présent, j'ai vécu comme ça. Jusqu'à présent, j'ai adopté cette posture de bon élève et jusqu'à présent, ça m'a apporté beaucoup de bénéfices et beaucoup d'inconvénients. Maintenant, aujourd'hui, je vais adopter une nouvelle identité et je vais m'autoriser à adopter cette identité qui est à l'opposé de l'identité de bon élève. Donc, le bon élève, l'opposé, généralement, ça va être celui qui est un peu rebelle. C'est lui qui va se rebeller contre l'autorité, c'est lui qui va dire non, c'est lui qui va faire un peu comme il veut. Et donc, du coup, l'objectif dans cette transition identitaire, c'est pas de passer des je suis bon élève à je suis rebelle partout et donc, du coup, voilà, c'est de commencer à explorer cet espace de rébellion. Et explorer cet espace de rébellion, ça va être de dire non
de temps en temps. Ça va être d'aller demander. Ça va être de demander des explications, des pourquoi, des comment, qu'est-ce que tu imagines par rapport à ce projet-là, etc. Et donc, du coup, en fait, petit à petit, ce qui va se passer, si je fais... Ah bah carrément, mon stylo, il ne marche pas. J'allais vous faire un dessin, mais mon stylo ne veut pas marcher. Je reprends un deuxième. On va passer d'un espace contracté ici, qui est l'espace de bon élève, et petit à petit, on va gagner en flexibilité pour arriver jusqu'à cet espace-là, qui est l'espace de réveil. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de deux. Ça, c'est ce que j'appelle la dualité, et c'est essentiel qu'on puisse avoir accès aux deux comportements opposés. Hein, c'est pareil pour les gens qui sont égoïstes et altruistes. On ne peut pas être juste d'un côté parce que l'autre côté, il est nécessaire, il est utile à certains moments. Donc, pour faire cette transition identitaire de la manière la plus facile possible, c'est de venir s'autoriser des espaces dans lesquels on va se dire, OK, à cet endroit-là, je veux un peu me révéler et je vais tester et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Je vais venir demander et je vais dire non et je vais descendre un peu les standards de qualité que j'ai. Et donc, toutes ces actions-là vont venir adoucir cette contraction, hein, cette rigidité autour de bon élève. Donc, c'est nécessaire de venir pratiquer ces espaces de rébellion, entre guillemets, qui vous permettraient de devenir flexible et d'autres coups, vous pouvoir jongler entre les deux. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de vous préoccuper pour les collectifs et que vous allez devenir quelqu'un d'hyper individualiste et que vous vous fournissez un travail de merde. C'est pas du tout ça. C'est je vais petit à petit comprendre quels sont les endroits dans lesquels ça vaut la peine d'avoir ces comportements, hein, les comportements de bon élève, donc c'est-à-dire une fiabilité énorme, suivre les deadlines, tenir vraiment un cahier de charges hyper précis. Ça peut être très utile quand vous êtes en période d'audit, par exemple. Si vous êtes en train de vous faire auditer, ça, c'est essentiel. Et donc, sur un projet d'audit, c'est nécessaire d'avoir cette caractéristique-là. Or, il y a plein d'autres projets sur lesquels on n'est même pas sûr qu'on va pouvoir avancer, sur lesquels il y a énormément d'interrogations, sur lesquels vous n'êtes pas dans votre zone de talent, etc. Peut-être dans ces projets-là, vous pouvez créer un peu plus de rébellion, vous pouvez venir challenger un peu plus, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que vous ayez la capacité d'accéder aux deux mondes, aux deux comportements. De la même manière que quand on est altruiste, on veut donner à l'autre, on veut contribuer, etc. Il nous faut aussi une partie d'égoïsme parce que sinon, on devient rigide d'un côté et ça crée de la frustration, du stress, de la tension, tension corporelle, tension à niveau de nos capacités cognitives. Donc, c'est important, en fait. La troisième clé, c'est véritablement d'adopter une nouvelle identité, d'accepter cette partie de nous, même si on ne l'aime pas. Hein. Généralement, quand on est bon élève, ceux qui sont rebelles, ils viennent nous crispent. Et donc, c'est venir détendre cette jugement qu'on a sur l'autre par rapport à ce comportement-là, de venir voir les bénéfices qui ça importe, de y être comme ça. Et petit à petit, c'est autoriser ces espaces. Et l'autorisation, du coup, elle vient de l'intérieur. Et quand l'autorisation vient de l'intérieur, ça commence à créer beaucoup plus d'estime, beaucoup plus de possibles. On se rend compte qu'on peut prendre des décisions par nous-mêmes. On se rend compte que l'autre est un allié précieux, mais qu'il ne détient pas la vérité, que la figure d'autorité qui était là, la figure parentale quand nous, on était là, maintenant, on est des adultes tous les deux et qu'on se doit d'avoir des conversations d'adultes-adultes. Et donc, du coup, on va véritablement rétablir un certain ordre qui va nous permettre de mieux nous valoriser. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être capable de se valoriser, de valoriser son parcours, de valoriser ses capacités, ses compétences, de valoriser ses potentiels, de valoriser ses projets, de valoriser son savoir-être aussi, sa personnalité, pour accéder à son next step
trop. Mais si on est contracté dans cet espace de l'autre, il va venir me le donner, on va réduire nos chances de peut-être 100 à 25 parce qu'on est dans un monde qui, encore une fois, le monde de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat, des affaires, n'est pas construit de la même manière que le monde scolaire. Il n'y a pas la méritocratie qui se joue. Et d'ailleurs, là, je vous parle du système français, parce qu'aux États-Unis, on va avoir des systèmes de notation, et même au Mexique, moi je suis mexicaine, la manière laquelle moi j'étais notée dans beaucoup de mes cours, c'était une partie individuelle, puis il y avait une grosse partie collaborative. Il y avait vraiment une manière de noter qui était différente de celle ici, qui est vraiment tout autour du mérite, de l'effort que tu mets et des résultats de l'examen. Donc, l'idée, ça va être véritablement d'accepter que ces 3 clés, ils peuvent venir vous aider et de flexibiliser votre comportement, flexibiliser cette identité que vous avez construite en vous donnant la possibilité d'accéder à nouveau, et on a parlé de ça hier, mais d'accéder à cette growth mindset, cette mindset de croissance qui vous permet de dire jusqu'à aujourd'hui j'étais comme ça, aujourd'hui ça ne me convient pas, je vais changer. Ça va me demander un certain effort, mais si je m'engage à changer, avec des actions concrètes qui sont en lien avec ce que sont mes besoins, mes envies, à quoi j'aspire, et qu'en plus, je peux l'exprimer clairement auprès de l'autre, et que je m'autorise à être un peu rebelle et donc du coup, venir challenger si la réponse ne me convient pas. Vous allez voir, ça va vous donner beaucoup plus de possibles que vous ne l'imaginez pas. Donc, avec ça, je vais clôturer le live d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain pour la suite. Coucou à toutes les personnes qui sont connectées. J'ai eu énormément de monde. Christine, Sandrine, Sandra, Marie, Oriane, ça fait plaisir de te voir. Et les autres qui s'étaient connectés, je ne vois plus parce que c'est parti. Ah, mince, je ne vois plus. Ah, si, il y avait Aude, il y avait... Henri, Folco, soyez tous les bienvenus. Merci pour votre présence. Et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier live dont je veux me garder secrètement la thématique, mais ça va être vraiment un wrap-up. Ça va être un moyen pour venir un peu consolider tout ce qu'on s'est dit tout le long de ces 9 lives. Et je vais vous donner encore une ou deux clés supplémentaires pour venir mieux se valoriser, pour que vous soyez capable de vous mettre en lumière à la hauteur de tout ce que vous donnez déjà à votre organisation, à vos clients si vous êtes entrepreneur, et que vous le valorisez. Donc, vous soyez proud, comme je dis, de l'intérieur pour pouvoir être loud vers l'extérieur. Et vous avez toutes les clés lors de ces lives. Il y a énormément de matière. Je vous promets, si vous prenez le temps de les écouter, de noter, de décortiquer les clés que je vous ai données, vous allez faire un travail monstre. Si, au contraire, vous vous dites, j'aimerais bien être accompagné, j'aimerais bien le faire en collectif, j'aimerais bien appartenir à un groupe pour le faire, sachez que le programme Proud and Loud va être lancé en septembre. Donc, ça sera la première fois que ce programme sera fait. Donc, je serai vraiment aux petites oignons pour les participants. Il y aura 2 groupes, un groupe pour entrepreneurs et un groupe pour salariés. Et on va venir décortiquer tous ces mécanismes. On va faire beaucoup de coaching en direct, ce que je ne peux pas faire sur ce type de live. Je ne peux pas venir vous challenger et faire le changement de paradigme, que c'est un peu vraiment mon expertise et ma zone de génie, c'est de pouvoir venir changer l'état émotionnel de votre expérience pour vous permettre d'accéder à un autre niveau de conscience et de perspective. Mais on a vu beaucoup de comment ici, et donc lors de le programme Proud and Loud, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va passer beaucoup de la tête, de la compréhension. J'ai compris que je dois demander, mais maintenant comment je fais, parce que mon corps il freine, parce que quand j'essaye, ça me fait je peux pas. Ça, c'est tous les enjeux émotionnels, et donc ça, on le fera en direct lors de
ce programme qui a une durée de 8 semaines. C'est fait tout en distanciel sur des horaires qui rentrent dans des agendas bien chargés parce que, pour rappel, mes clients sont des cadres supérieurs qui ont déjà beaucoup de choses dans leur agenda, cadres supérieurs, entrepreneurs qui ont déjà des boîtes qui tournent. Donc, l'objectif, ça va être d'être précis et venir travailler de manière à transformer ces mécanismes pendant les sessions. Donc, je ne vous dis pas plus. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous donne rendez-vous demain, 12h30, pour le dernier live de cette série Proud and Loud. À demain!